J'ai joué à beaucoup de jeux différents l'année passée, certains bien plus que d'autres, malgré le fait qu'ils étaient pas forcément parfaits. Pourquoi? Parce que le gameplay est bon. Le truc, c'est qu'en faisant le tour de ce qui se disait sur ces jeux, je me suis rendu compte que tout le monde parlait de bon gameplay de manière assez générique. Les reviews, les potes, les forums, tout le monde utilise ce terme à tort et à travers, mais personne le définit vraiment. On joue, on apprécie, et soit on relance, soit on ferme le jeu en se disant que c'était cool. Mais du coup, c'est quoi concrètement un bon gameplay? Qu'est-ce qui fait que certains jeux sont juste satisfaisants à jouer et d'autres non? Parce que spoiler, c'est pas juste une question de ça répond bien ou c'est fun. En creusant un petit peu, et pas besoin d'aller loin, il y a des patterns, il y a des éléments récurrents dans les jeux qui ont un excellent gameplay, et je trouve intéressant de les comprendre, parce que la prochaine fois que quelqu'un me demande pourquoi le gameplay est bon, je veux savoir l'expliquer. Donc installez-vous confortablement, parce qu'aujourd'hui on va parler de ce qui fait qu'un gameplay est vraiment bien. Le premier élément, et probablement le plus important, c'est ce qu'on appelle le feedback. C'est ce qui fait qu'un jeu est si satisfaisant à jouer au-delà même de ce que vous faites dans le jeu à proprement parler. Le game feel ou le juice, comme certains l'appellent, c'est toutes ces petites choses qui rendent une action plaisante et qui attisent vos sens. Ça va être les animations, les effets sonores, les particules, le screen shake ou même bien les ralentis, tout ce qui dit implicitement à votre cerveau « oui, ton action a eu un impact ». Prenez Enter the Gungeon. C'est un des exemples les plus frappants parce qu'il joue beaucoup sur les contrastes visuels et les effets de flash. Quand vous tirez avec une arme basique, voilà ce qui se passe en une fraction de seconde. Votre personnage recule légèrement à cause du recul de l'arme, donc ça ajoute du poids au contrôle qui se ressent manette en main. Il y a un flash lumineux au bout du canon pour l'aspect visuel, un son de tir distinct et des douilles éjectées qui rebondissent par terre avec leur propre petit son métallique pour l'aspect sonore. Et quand la balle touche un ennemi, donc quand vous avez de la réussite sur ce que vous venez de faire, vous êtes récompensé par une animation d'impact, des particules, un freeze d'une ou deux images et l'ennemi qui clignote en rouge. Tout ça se passe approximativement en 3 à 8 images seulement. C'est plus ou moins suivant les armes. Mais c'est la somme de tous ces éléments qui fait que tirer est satisfaisant. Parce que maintenant, imaginez le même jeu sans tout ça. Vous appuyez sur un bouton, une balle sort, l'ennemi perd des PV, et c'est tout. Bah c'est fonctionnel, mais c'est mort quoi. Y a aucune satisfaction. Prenez Hades, pour vous prouver que c'est pas propre qu'à un seul jeu. Quand vous frappez un ennemi, il y a une animation d'impact, un son satisfaisant, des particules de sang qui giclent, un petit freeze de l'image. Chaque coup vous donne un feedback immédiat que vous avez touché quelque chose. Comparez ça à un jeu où vous frappez dans le vide à nouveau et l'ennemi perd juste des PV sans aucune réaction. C'est la différence entre un gameplay qui claque et un gameplay fade. Et c'est pas que dans l'action, même dans les menus, le bon game feel il compte. Quand vous sélectionnez une option dans un menu bien foutu, il y a un petit son, peut-être une petite animation, quelque chose qui confirme votre action. Si on prend des menus sans feedback où vous savez même pas si vous avez cliqué ou pas, ça devient très vite moyen de naviguer dans les options. Ce qui est ingrat avec ça, c'est que quand c'est bien fait, le game feel, c'est invisible, mais c'est aussi la première chose qui manque quand c'est absent. C'est ce qui sépare un bon concept d'un bon jeu. Vous pouvez avoir les meilleures mécaniques du monde, voire les plus ingénieuses, si le feedback n'est pas là, le jeu sera jamais vraiment fun. Le deuxième aspect du feedback, c'est la réactivité. Là, on parle de technique pure. Un jeu réactif, c'est un jeu où quand vous appuyez sur un bouton, l'action se produit instantanément. Pas de lag, pas de délai bizarre, et c'est particulièrement critique dans certains genres. Les jeux de combat sont l'exemple parfait. Dans Street Fighter, Guilty Gear, Tekken ou autres jeux du genre, si vous appuyez sur un bouton, votre personnage exécute immédiatement une attaque donnée à l'image près. Il n'y a pas de délai, pas d'hésitation, c'est ce qui permet de faire des combos frame perfect, de réagir au mouvement de l'adversaire et de jouer à un niveau technique toujours plus élevé. Alors à nouveau, faisons la comparaison avec un autre jeu avec des animations plus lourdes. Si on prend la série des Dark Souls par exemple, c'est moins réactif, mais c'est une décision volontaire de game design. Quand vous attaquez, vous êtes engagé dans une animation. C'est un choix qui rajoute du poids et un côté risque-récompense. Mais c'est pas de la mauvaise réactivité, c'est de la réactivité intentionnelle. La mauvaise réactivité, c'est quand le jeu lag, c'est quand les inputs sont pas enregistrés correctement, quand il y a du buffering. C'est ce qui rend certains jeux frustrants à jouer, même quand le concept est bon. Alors ça n'existe pas que dans les jeux de combat, même si c'est particulièrement important dedans à cause de leur concept. Prenons Celeste par exemple. C'est un platformer de précision où vous devez faire des sauts millimétrés. Si vous appuyez sur sauter, Madeline saute instantanément. Pas d'animation de préparation, juste un saut direct. Ça c'est de la réactivité pure et simple, comme on peut le voir souvent, mais le jeu va plus loin. C'est ce qu'on appelle le Coyote Time. Si vous marchez au bord d'une plateforme et que vous tombez, vous avez approximativement 5 frames, si je ne m'abuse, où vous pouvez encore sauter, même si techniquement vous êtes plus sur la plateforme. Alors qu'est-ce que ça change? C'est que votre cerveau, lui, à ce moment-là, il n'a pas enregistré que vous êtes tombé.
donc le jeu vous laisse sauter quand même. C'est imperceptible, mais ça fait vraiment toute la différence. Il y a aussi le concept d'input buffering. Si vous appuyez sur sauter avant de toucher le sol, le jeu enregistre votre input et vous fait sauter dès que vous atterrissez quand même. Ce qui fait que c'est beaucoup plus permissif. Pas besoin de timer parfaitement, le jeu comprend votre intention. Tous ces petits détails invisibles font que le jeu est réactif non pas juste techniquement, comme on peut le voir dans les jeux de combat, mais d'une manière qui semble naturelle. C'est pour ça que Céleste peut être aussi précis et exigeant, sans jamais être frustrant au niveau des contrôles du moins. Encore une fois, comparez ça à un jeu où vous appuyez sur sauter, il y a 3 frames de délai avant que le personnage réagisse. Sur le papier c'est rien, 3 frames c'est 0,05 secondes, mais votre cerveau le sent. Il y a une déconnexion entre votre input et l'action, et cette micro-frustration, elle s'accumule sur des heures de jeu. La bonne réactivité, c'est dur à atteindre, mais c'est quand le jeu lit dans vos pensées. Vous voulez faire une action, elle se produit, et c'est fluide au point que vous oubliez même que vous tenez une manette parfois. C'est ce qui permet aux jeux de ce genre d'être aussi exigeants sans jamais être frustrants. Maintenant qu'on a parlé de la sensation de jouer, parlons de la profondeur. Parce qu'un jeu peut être ultra satisfaisant, mais s'il n'y a pas de profondeur, vous allez vous lasser au bout de 2 heures. La meilleure logique à adopter quand on définit un gameplay, c'est celle du facile à apprendre mais difficile à maîtriser. C'est ce principe qui fait que vous pouvez commencer à jouer rapidement à un jeu, mais que vous allez aussi avoir la capacité de passer des centaines d'heures à vous améliorer. Ce qui va rendre le jeu fun à bas comme à haut niveau. L'exemple ultime de ce concept, c'est Rocket League. C'est assez simple, c'est du foot avec des voitures. Voilà. Vous comprenez les bases en 5 minutes. Mais le skill ceiling, lui, il est délirant. Entre quelqu'un qui débute et un pro, il y a un gouffre technique énorme. Les aérioles, les flip resets, les air dribbles, tout ça, ça prend des années à maîtriser. Et littéralement des années. Et pourtant, il y a de fortes chances que vous trouviez le jeu marrant dès votre première heure de jeu. Si on part dans les jeux indés et regardez des roguelikes comme les Spelunky ou The Binding of Isaac, les contrôles sont ultra simples en soi. Sauter, frapper ou tirer, lancer ou poser des bombes, un enfant peut y jouer. Mais maîtriser le jeu, comprendre tous les systèmes qui interagissent, optimisent vos runs, c'est un skill ceiling démentiel. Vous pouvez jouer pendant des années et découvrir encore de nouvelles interactions. Et pourtant, le concept et les mécaniques de base sont tellement simples à prendre en main que votre première run peut être géniale. Ici, c'est la rejouabilité qui va créer un beau gameplay. C'est ça, la profondeur bien faite. Vous comprenez vite les règles, mais les maîtriser, c'est un puits sans fond. Le problème, c'est que quand un jeu est trop simple, vous en faites le tour en 3 heures, et quand il est trop complexe, vous êtes perdu 10 heures avant de le comprendre. Trouver l'équilibre, c'est un art, et c'est vraiment complexe. Alors l'autre aspect de la profondeur, c'est les options disponibles. Un bon gameplay, c'est aussi un gameplay qui vous donne plusieurs façons d'approcher une même situation. Il y a 2 écoles. Il y a le gameplay linéaire, où il n'y a qu'une seule façon de faire, et le gameplay ouvert, où les joueurs créent leur propre solution. Les deux peuvent être bons, mais le gameplay ouvert a souvent plus de côté positif. Alors je vais prendre comme exemple Noita. C'est un roguelike où vous créez vos propres sorts en combinant des modificateurs sur des baguettes magiques. Vous voulez un sort qui tire plusieurs projectiles, vous ajoutez un modificateur. Vous voulez que ces projectiles explosent, vous pouvez en ajouter un autre. Vous voulez que les explosions créent plus de projectiles, ouais, vous pouvez encore. Le truc c'est que le jeu simule chaque pixel, donc vos sorts interagissent avec l'environnement de manière imprévisible. Vous pouvez créer un sort qui enflamme de l'huile, qui évapore de l'eau, qui perce des tunnels dans la roche, et ces interactions, c'est vous qui les découvrez, mais en expérimentant. Il n'y a pas de build correct. Vous pouvez finir le jeu avec des sorts complètement différents à chaque run. Un joueur peut se spécialiser dans les sorts qui percent les murs pour trouver des secrets, parce que le jeu en est une mine d'or. Un autre va faire des sorts ultra destructeurs qui ravagent tout, un autre va abuser des interactions physiques pour créer des combos improbables. Bref, la vraie liberté, c'est quand le jeu vous donne des outils et vous laisse les utiliser de manière créative. Et c'est ça le gameplay ouvert. C'est pas quand on vous donne 50 armes différentes mais que seulement 3 sont viables, ou qu'on vous donne 20 compétences mais qu'un seul build fonctionne. Passons maintenant à l'équilibrage, parce que c'est possible d'avoir un gameplay avec du très bon feedback et même beaucoup de profondeur, mais si la difficulté est mal calibrée, le jeu sera soit chiant, soit frustrant. Hollow Knight, c'est l'exemple parfait pour expliquer ça. Le jeu est dur, c'est un fait. Les boss ont des patterns complexes, ils tapent fort et certains combats peuvent durer plusieurs minutes. Mais pourquoi c'est pas frustrant? La première raison, c'est que tout est télégraphié. Chaque attaque d'un boss a une animation de lancement, un son distinct, quelque chose qui vous prévient. Quand vous prenez un coup, il n'y a jamais de d'où est-ce que ça sort, vous savez toujours pourquoi vous avez pris le coup. Vous étiez trop agressif, vous avez mal esquivé ou vous avez paniqué. La deuxième raison, c'est que vous avez les outils pour réagir. Votre dash a des frames d'invincibilité. Vous pouvez esquiver à travers les attaques si vous timez bien. Vous pouvez heal entre les patterns. Vous pouvez customiser votre build avec des charmes pour vous adapter à différents boss. Le jeu vous donne tout ce qu'il faut, après c'est à vous d'apprendre. La troisième raison, c'est que la progression est visible. Au début, vous mourrez en 10 secondes. Puis vous arrivez à tenir 30 secondes, puis 1 minute, puis vous arrivez à la deuxième phase.
et finalement vous gagnez. À chaque tentative, vous progressez, même si c'est juste comprendre un nouveau pattern. C'est jamais je vais jamais y arriver, c'est encore un peu et je l'ai. Alors vous commencez à comprendre que j'aime bien les comparaisons. Regardez si on prend un jeu où il y a des attaques qui sont non télégraphiées qui vous one-shot de nulle part, des ennemis qui spawnent dans votre dos sans prévenir, des hitbox pourris, des boss avec trop de PV, ce qui veut dire que la moindre erreur vous coûte 15 minutes de combat. Tout ça c'est pas de la difficulté, c'est du mauvais game design. La vraie difficulté, c'est quand le jeu est exigeant mais juste. Quand vous mourrez, c'est votre faute, pas celle du jeu. Et c'est ce qui fait que vous avez envie de réessayer plutôt que de rage quit. L'autre aspect important de l'équilibrage, c'est le risk-reward. Les bons jeux encouragent la prise de risque et récompensent le skill. Devil May Cry est le roi du risk-reward avec son style meter par exemple. Vous pouvez jouer safe, spam les mêmes combos et finir le jeu. Tout simplement. Mais si vous voulez le rank SSS, le meilleur, faut varier vos attaques, faut prendre des risques, enchaîner les combos sans vous faire toucher. Le jeu récompense le style et la prise de risque. Pour être un peu plus précis, Dead Cells par exemple, lui vous met devant un choix constant. Jouer safe ou jouer agressif. Si vous jouez safe, vous tuez les ennemis prudemment, vous prenez votre temps, vous explorez chaque recoin, c'est viable, vous pouvez finir le jeu comme ça. Mais le jeu vous tente constamment avec des récompenses pour jouer plus agressif. Si vous finissez les zones plus rapidement, vous avez des bonus, des items supplémentaires pour avoir l'accès à de nouvelles zones. Si vous enchaînez les kills rapidement, vous obtenez une kill streak. Cette kill streak vous donne plus de gold, de meilleurs drops, des bonus de dégâts, et plus vous maintenez la kill streak, plus les récompenses sont élevées. Sauf que pour la maintenir, cette fameuse kill streak, faut tuer vite, donc faut prendre des risques. Faut foncer sur les ennemis, les tuer avant que le timer tombe à 0 et recommencer. Et si vous prenez un coup, vous perdez une partie de votre streak. Si vous êtes trop lent, ça reset complètement. C'est un équilibre constant. Est-ce que je joue safe pour garder ma santé, ou est-ce que je prends des risques pour améliorer mon équipement? Si j'ai une bonne streak en cours, est-ce que je continue à pousser, ou je me calme avant de tout perdre? Le jeu récompense le skill. Un joueur débutant va jouer safe et progresser lentement, un joueur expérimenté va maintenir sa kill streak, optimiser ses runs et devenir exponentiellement plus fort. Mais les deux approches fonctionnent. C'est pour ça que le risque-reward bien fait, c'est crucial. Ça donne de la profondeur stratégique, ça récompense la prise de risque, mais ça punit pas les joueurs qui préfèrent jouer autrement. Vous avez le choix de votre approche, et chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Les jeux où jouer safe, c'est la seule option viable, où prendre des risques vous punit systématiquement, on s'ennuie, c'est nul. Le gameplay devient prévisible, défensif, répétitif. Et à l'inverse, les jeux qui forcent l'agressivité constante sans nuance, c'est épuisant. Le bon équilibre, c'est de donner le choix et de récompenser les deux approches différemment, tout en restant pertinent et surtout cohérent. Parce que oui, maintenant, on va parler de cohérence. Avec tout ce qu'on a cité précédemment, un bon gameplay, vous comprenez que c'est pas juste des mécaniques sympas empilées, c'est un tout cohérent qui sert le jeu. Alors, je vais employer des mots compliqués, mais il y a ce concept qu'on appelle l'harmonie ludonarrative, quand le gameplay et le narratif se renforcent mutuellement, ou à l'inverse, la dissonance ludonarrative, quand le gameplay contredit l'histoire. Bon, ces expressions, c'est quand même un exercice d'ego intellectuel, je l'admets, mais ils sont quand même bien utiles comme termes. Je vais prendre Paper Please comme exemple parce que c'est quand même un cas d'école du gameplay au service du propos. Le gameplay est simple, vous êtes un agent d'immigration, vous vérifiez des papiers, passeport, permis de travail, certificat médical. Vous comparez les infos, vous vérifiez les dates, vous cherchez les incohérences. Si tout est bon, vous tamponnez Approved. S'il y a un problème, vous tamponnez Denied. Sur le papier, en soi, c'est pas dingue. Vérifier des papiers toute la journée, c'est répétitif, c'est bureaucratique, c'est l'opposé du fun. Et c'est exactement le but, parce que le jeu ajoute de la pression. Vous êtes payé par personne traitée. Plus vous en traitez, plus vous gagnez d'argent. Mais si vous faites des erreurs, vous êtes pénalisé. Et avec votre salaire, vous devez nourrir votre famille, payer le loyer, acheter des médicaments. C'est super tendu. Donc vous commencez à speedrun la vérification. Vous regardez vite fait les papiers, vous tamponnez, puis suivant. Faut aller vite pour gagner assez. Mais en allant vite, vous faites des erreurs. Et les erreurs vous coûtent de l'argent. Et là, le jeu commence à vous mettre face à des dilemmes moraux. Une mère vous supplie de la laisser passer pour retrouver son fils, mais ses papiers sont pas en règle. Ou encore un terroriste présumé qui a tous ses papiers en ordre, donc techniquement, vous devez le laisser passer. Un garde-frontière corrompu vous demande de refuser certaines personnes contre de l'argent. Le gameplay répétitif est stressant, c'est pas un défaut, c'est le propos. Le jeu vous met dans la peau de quelqu'un qui fait un boulot oppressant, qui doit faire des choix impossibles sous pression financière. Vous n'êtes pas supposé vous amuser, vous êtes supposé ressentir la pression, la fatigue et ce compromis moral constant. Alors pour ceux qui ont joué, ça c'est le fond du jeu, parce que dans la forme, c'est aussi rempli d'humour et de sarcasme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ça la cohérence. Le gameplay renforce directement ce que le jeu veut dire. C'est pas juste des mécaniques fun pour le plaisir, mais c'est des mécaniques qui servent un propos.
Le dernier point que je veux aborder sur la cohérence, c'est les boucles de gameplay. C'est ce qui fait qu'un jeu reste fun après une centaine d'heures. Je fais que mentionner ces fameuses boucles dans ma vidéo sur la rejouabilité, mais ici on en parle un peu plus en détail. Une boucle de gameplay, c'est le cycle d'action que vous répétez. Il y a ce qu'on appelle la core loop, ce que vous faites minute par minute, et la meta loop, ce qui vous pousse à continuer sur le long terme. Prenons Hades, que j'ai déjà mentionné, pour décortiquer les deux. La core loop, c'est la suivante. Vous entrez dans une salle, vous tuez les ennemis, vous choisissez une récompense, comme une nouvelle capacité, de l'argent, de la santé ou autre, puis vous passez à la salle suivante. C'est le cycle de base que vous répétez des centaines de fois. Si cette boucle, elle est pas amusante, elle est pas fun, bah le jeu marche pas. Alors dans Hades elle est fun parce que le combat est satisfaisant, on en revient au feedback, les récompenses sont immédiates, vous devenez plus fort à chaque salle, et il y a de la variété, les salles changent, les ennemis changent, les récompenses changent, la core loop elle tient très bien sur ses propres jambes. Mais la méta loop dans Hades, c'est ce qui vous fait revenir. Vous mourrez, vous retournez à un hub. Là vous pourrez débloquer de nouvelles armes avec les ressources collectées, améliorer vos stats de base de manière permanente, parler à différents personnages qui ont de nouveaux dialogues, découvrir de nouveaux points de l'histoire et même débloquer de nouvelles capacités pour vos prochaines runs. Donc même si vous mourrez, vous avez progressé, vous êtes un petit peu plus fort que quand vous avez commencé la précédente run. Vous avez avancé dans l'histoire, vous avez débloqué quelque chose. Ça vous donne envie de faire encore une run pour voir ce qui vient après. Les deux boucles se renforcent. La core loop est assez fun pour que vous ayez envie de jouer. La meta loop vous donne des objectifs à long terme pour continuer à jouer. Si vous avez juste une core loop, vous vous lassez au bout de quelques heures. Si vous avez juste une meta loop avec une core loop moyenne, vous abandonnez avant d'atteindre la méta. C'est pour ça que les roguelikes typiquement ont une aussi grande longévité, car ils vous donnent des raisons de rejouer pendant longtemps. Les deux boucles travaillent ensemble. Alors au final, après avoir expliqué et nommé tous ces éléments, c'est quoi un bon gameplay? Vous l'aurez deviné, il n'y a pas de réponse unique parce que c'est assez subjectif comme sujet. Ce qui fonctionne pour certains jeux marchera pas forcément pour d'autres. On l'a vu, il y a des éléments stables et définis qu'on peut résumer globalement en 4 points. Le premier point, on l'a dit, c'est le feedback. Un bon gameplay doit être satisfaisant à jouer, le game feel, la réactivité, tous ces micro-détails invisibles qui font qu'appuyer sur des boutons est plaisant. Si cette base est pas là, le reste des efforts risque de compter pour rien. Le deuxième point donc, la profondeur. Facile à apprendre, difficile à maîtriser et donner de vraies options, pas des illusions de choix. Créer un skill ceiling élevé sans rendre le jeu inaccessible. C'est ce qui fait qu'on revient sur un jeu des années après. Troisième point, l'équilibre. Une difficulté exigeante mais juste, un système de risque-reward qui encourage la prise de risque tout en laissant plusieurs approches viables. En gros, challenger sans frustrer. Et enfin le quatrième point, la cohérence. Le gameplay doit servir le jeu dans son ensemble. Si le jeu et le type de jeu s'y prêtent, les mécaniques doivent renforcer le propos et les boucles de gameplay doivent être solides à court et à long terme. Alors finalement, après avoir analysé tout ça, je me rends compte que ça reste un exercice vraiment pas évident que de devoir expliquer en détail pourquoi on préfère un jeu à un autre. Il y a un côté subjectif, une alchimie qui fait qu'un jeu nous parle ou pas. Mais au moins maintenant, j'espère que vous et moi, on aura les mots pour expliquer pourquoi un gameplay fonctionne. Et pour vous, c'est quoi un bon gameplay? Qu'est-ce qui fait que vous revenez sur votre jeu préféré? Bon, comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais il y a un sujet que vous voulez que j'aborde ou un jeu dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, je suis preneur de tous les retours pour améliorer la qualité de celle-ci. Dans tous les cas, merci infiniment pour votre soutien. C'était Benjos, prenez soin de vous.